C'est comme tu veux. C'est OK, Barbara. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Barbara Top-Buté, je suis la responsable du service prévention de la mutuelle, de MCOM Mutuelle. Et on est heureux d'accueillir à nouveau le docteur Forzy, qui est le médecin coordinateur du Centre régional de dépistage des cancers du sein, qui nous fait confiance depuis de nombreuses années et qui nous permet de diffuser une information précise, claire et de nous engager sur des opérations comme Octobre Rose ou Mars Bleu. Et donc aujourd'hui, la visioconférence traitera du dépistage du cancer du sein et également du dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes. Vous avez la possibilité de réagir, de poser des questions via le chat. Donc c'est le petit bouton en haut à droite. Il y a un petit point rouge qui va s'allumer là, qui vous permettra de poser des questions. Et moi, je les relayerai au docteur Forzy. On est en direct également à Lefrancouc, la ville de Lefrancouc qui nous a permis de diffuser cette visioconférence en direct. Et donc, c'est pareil. Ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je relayerai les questions au docteur Forzy. Bien, je vous laisse poursuivre, Mme Forzy. À tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez, si c'est bon. C'est bon, on vous voit, on vous entend. Je commence. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais remercier MCOM Mutuelle de m'avoir invité pour vous parler des cancers féminins et de leur dépistage. Donc, on va parler du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus. Je suis donc, comme vous l'a dit Madame Top-Buté, le docteur Forzy, je suis le médecin coordinateur régional du CRCDC Hauts-de-France. Donc, vous vous rappelez qu'avant, les dépistages étaient mis en œuvre par des structures de gestion départementales. Donc, ces structures ont fusionné et on a donc formé ce CRCDC. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, quelques généralités sur le cancer. Ça me semble important de savoir ce que c'est que le cancer. D'abord, le cancer, ce n'est pas une maladie toute récente, hein. C'est une maladie qui existe depuis toujours, qui a été décrite dès l'Antiquité. Et il est important de savoir qu'aujourd'hui, plus de 45% des cancers guérissent. Alors là, je ne parle pas spécialement du cancer du sein ou du cancer du col. Je parle de tous les cancers confondus. Alors, à quoi c'est dû un cancer? Comment ça apparaît? En fait, c'est en lien avec une altération du matériel génétique d'une cellule, le fameux ADN dont on a parlé ces derniers temps. Donc, c'est en lien soit avec des erreurs qui se produisent au moment de la division de la cellule, soit avec le fait que des gènes sont altérés à cause de toxiques comme des virus, des tabacs ou d'autres choses qu'on peut trouver dans son environnement, soit éventuellement ce sont des anomalies héréditaires, c'est-à-dire qu'à la naissance, on a déjà des altérations de notre matériel génétique. À ce moment-là, c'est transmissible et ces altérations peuvent favoriser la survenue de cancer. Ces altérations génétiques, donc de l'ADN qu'on a dans nos cellules, ça entraîne des perturbations dans le fonctionnement de la cellule. Mais il faut savoir qu'en fait, tout le monde a des altérations qui se produisent donc au moment de la division de la cellule, etc. Mais en général, on a notre système de défense qui fait bien les choses et qui se débarrasse en fait de ces lésions ou qui se débarrasse même de la cellule en question. Sauf que quand il y a une accumulation des anomalies et quand notre système de défense se défend un peu moins bien, et notamment quand on vieillit, le processus de réparation peut être dépassé et le processus du cancer peut s'enclencher. Sur le plan biologique, le cancer, ça veut dire qu'on va avoir une multiplication anarchique en fait des cellules anormales. Alors en général d'abord localement et ensuite à distance. Et sur le plan médical, et ça c'est très important et j'insiste là-dessus, en fait le cancer, c'est pas un seul type de maladie, c'est d'abord différent selon les organes, même si le primum movens, enfin même si la cause initiale, donc ces altérations génétiques sont les mêmes partout, il y a forcément une altération génétique. Après, la façon dont ça se manifeste, c'est différent. En plus, il y a des altérations génétiques plus ou moins importantes et donc il y a des cancers qui vont avoir une signature génétique qui va montrer qu'ils sont potentiellement agressifs, etc. et d'autres beaucoup moins.
C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas parler du cancer, il faut parler des cancers au pluriel. Il y a des cancers qui ont des bons pronostics, entre guillemets, des cancers qui ont des moins bons pronostics. Voilà, ça me semble important de dire ça avant de démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action contre le cancer? D'après ce que je viens de vous dire, il y a la prévention primaire, ça veut dire qu'on ne s'expose pas aux facteurs cancérigènes, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a au niveau au-dessus le dépistage, qui est en fait un tri parmi les personnes apparemment en bonne santé pour savoir celles qui sont probablement malades de celles qui ne le sont pas. Parce que le dépistage, ça s'adresse à des personnes qui apparemment n'ont aucun symptôme. Ensuite, il y a au niveau d'au-dessus le repérage précoce des signes d'alerte. Donc, ça veut dire que des signes commencent à apparaître et qu'il faut savoir les détecter. Et tous ces moyens d'action servent à détecter le cancer le plus tôt possible parce que si on le détecte le plus tôt possible, les chances de guérison sont meilleures, évidemment. Alors, le dépistage, en France, il y a 3 dépistages qui sont organisés. C'est le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon, ça s'adresse aux populations qui ont entre 50 et 74 ans. Et puis, il y a le dépistage du cancer du col de l'utérus, un dépistage qu'on a mis en place récemment. Et ça s'adresse aux femmes entre 25 et 65 ans. L'objectif, donc, c'est de repérer avant l'apparition des symptômes, soit des cancers débutants, mais qui n'ont pas encore donné de symptômes, soit des lésions précancéreuses. Alors, le cancer du sein, peut-être qu'on va s'arrêter 2 minutes. Là, il n'y a pas de questions sur cette première partie qui est plus théorique, mais qui me semble nécessaire. Pas de questions pour l'instant. Questions pour le moment? OK. Donc, on va parler du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est en France 59 000 cas et 12 000 décès par an. L'âge moyen diagnostic, c'est 63 ans. C'est important de savoir que même s'il y a des cancers chez les femmes jeunes, 80% des cas surviennent après 50 ans. L'âge moyen au décès, c'est 74 ans. Et le taux de survie à 5 ans, c'est 88%, tous stades confondus. Donc, ça fait partie plutôt des cancers de bon pronostic. Voilà comment, ça c'est un schéma du sein. Vous voyez en bleu, c'est la glande mammaire qui est représentée. En blanc, il y a les canaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, les canaux galactophoriques. Et en fait, la plupart des cancers se situent là. On dit que ce sont des cancers canalaires. Ils se situent dans ces petits canaux. Et puis, vous avez ici toute la chaîne ganglionnaire et qui entoure les lobules glandulaires. En jaune, vous avez la graisse. Et au fur et à mesure que l'âge avance, cette partie bleue diminue et la partie jaune augmente. Alors, c'est quoi les causes du cancer du sein? Les causes, elles sont mal connues. De toute façon, il faut retenir qu'il n'y a jamais une cause unique à un cancer, ça n'existe pas. Il y a éventuellement des facteurs génétiques, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, des personnes qui ont, dès la naissance, des anomalies génétiques qui favorisent la survenue du cancer. Ça, on considère que c'est environ 5 à 10% des cancers et c'est ce qu'on appelle les cancers héréditaires. C'est pas héréditaire dans le sens que si sa mère l'a eu, on va forcément l'avoir, mais c'est héréditaire dans le sens que c'est génétique avec des anomalies qui existent déjà à la naissance. Mais la grande majorité des cancers, ils surviennent comme ça, ils sont sporadiques, ils surviennent comme ça, ils sont multifactoriels, hétérogènes, et on ne peut pas dire exactement quelle en est leur cause. Il y a des facteurs de risque qu'on connaît, l'âge évidemment, parce qu'on a vu que 4/5 des cancers surviennent après 50 ans, les facteurs génétiques, je n'en reparle pas. Il y a certaines anomalies du sein avec atypie, mais les femmes qui en sont porteuses le savent et en général, elles ont un suivi régulier. Il y a dans les facteurs environnementaux qui sont modifiables, ça correspond à peu près à 30% en fait, ces facteurs modifiables. Dans les facteurs de risque, la part attribuable aux facteurs modifiables, c'est à peu près 30%. Alors, ce qui augmente le risque, et là, les preuves sont convaincantes, c'est le surpoids. Je ne vois plus mon… Oui. Oui, je vous laisse faire. C'est le surpoids, surtout après la ménopause. C'est l'alcool. C'est le fait de ne pas faire d'activité physique. En fait, c'est drôle parce que, enfin, c'est pas drôle, mais on retrouve toujours un peu les mêmes facteurs de risque, quels que soient les cancers et quelles que soient les maladies cardiovasculaires. C'est un peu ces 3 facteurs-là qui sont importants.
le tabac, mais d'une façon quand même plus modérée pour le cancer du sein. Et puis probablement des produits chimiques, notamment les perturbateurs endocriniens, en fait, qui imitent les hormones féminines, mais les études ne sont pas très claires sur la part qu'on peut attribuer à cela. Et puis, il y a aussi les travails de nuit, par exemple, le travail posté en horaire atypique, en fait, ce qui modifie votre cycle biologique de sécrétion d'hormones. Qui peut diminuer le risque, c'est l'allaitement, à condition d'allaiter 6 mois. Et puis surtout, l'activité physique, c'est important. Mais ça veut dire l'activité physique, c'est pas faire 1 heure ou 2 de sport intensif par semaine, c'est vraiment avoir une activité régulière, comme par exemple de la marche un peu rapide ou voilà, tous les jours, si possible tous les jours, au moins 30 minutes. Ça va jouer à la fois sur le poids, sur les hormones et sur l'immunité. Ça, c'est très important. Dans les facteurs hormonaux, mais sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, il y a tout ce qui fait que votre période hormonale, entre guillemets, est allongée. Donc, le fait d'avoir une puberté précoce, le fait d'avoir une ménopause tardive, le fait aussi de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir un premier enfant après 35 ans, puisqu'on sait que le fait d'avoir des grossesses, ça favorise la différenciation au niveau des cellules du sein et donc ça diminue le risque de cancer du sein. Pour ce qui est du traumatisme du sein, non, ça n'engendre pas de cancer du sein. Les déodorants, alors, ça n'a pas été démontré, mais on conseille quand même la prudence pour les déodorants qui contiennent des sels d'aluminium, donc en fait les antitranspirants. On conseille la prudence sur une peau lésée, c'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter, si on s'est rasé les aisselles, de mettre ce type de déodorant, puisqu'il n'a rien été démontré de précis chez les femmes, mais par contre, il a été démontré qu'à forte dose, ça pouvait entraîner des modifications des cellules chez l'animal. Le stress, la dépression, alors tout ça, je sais que c'est souvent mis en cause par les femmes, mais en fait, les études sont très contradictoires et ne l'ont pas démontré. Et notamment, il y a une étude qui a été faite en Angleterre, on a suivi toute une cohorte de femmes pendant 10 ans, je crois. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait plus de 20 000 femmes, et elles devaient remplir tous les mois une échelle de stress, dire si elles avaient été stressées, pas stressées, comment elles se sentaient, etc. Et puis finalement, évidemment, au bout de 10 ans, il y a un certain nombre de femmes qui ont eu un cancer du sein. Et on a regardé les réponses à cette échelle de stress et en fait, elles n'avaient pas plus que les autres, même plutôt moins de stress par rapport à ce qu'elles avaient rempli sur leur questionnaire. Donc voilà. Voilà, donc par rapport à la dépression, les traitements hormonaux de la ménopause notamment. Alors, il y a eu des études qui ont fait du bruit il y a quelques années qui démontraient qu'il y avait plus de cancer du sein chez les femmes qui prenaient des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. Mais c'était aux États-Unis avec des traitements que nous, on n'utilise pas. En France, on utilise des estrogènes naturels, souvent par voie locale. Hein, c'est un gel, en fait, qu'on s'applique sur la cuisse ou sur le bras. Et on utilise aussi des progestatifs naturels, ce qui fait qu'en France, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc, les études montrent que si on prend ce traitement pendant moins de 5 ans, il n'y a pas d'effet sur le cancer du sein. Et pendant plus de 5 ans, il y a un effet, mais vraiment modéré et sans augmentation de la mortalité. Donc voilà, donc ce traitement-là, il est à discuter en fonction des symptômes, de l'histoire familiale, etc., avec le médecin. Mais ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que les gynécologues, qui sont quand même souvent des femmes, sont les premières à prendre ce type de traitement. Or, c'est les mieux informés, donc on peut imaginer que c'est un traitement qu'on peut prendre sans inquiétude. Pour ce qui est de la contraception, il y a probablement une faible augmentation du risque, mais surtout si on commence tôt, hein, vers 14-15 ans, et qu'on le prend pendant très longtemps. Mais les études ont montré qu'en fait, au bout de 10 ans d'arrêt de la pilule, il n'y a plus de surrisque, hein, le surrisque disparaît. Et il y a par ailleurs d'autres avantages à la pilule, et notamment diminution du cancer de l'utérus, pas du col, mais de l'endomètre, hein, de l'utérus et de l'ovaire. Donc, la pilule n'est absolument pas remise en cause par rapport au cancer du sein. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme prévention primaire au cancer du sein?
Comme prévention primaire, ça veut dire ne pas s'exposer aux facteurs cancérigènes. Vous voyez que c'est quand même un petit peu pas si évident que ça par rapport à ce qu'on a dit. Donc, il faut quoi faire? Bouger, bien manger, éviter l'alcool et le tabac. En fait, ce sont toujours les préconisations qu'on a pour l'ensemble des cancers et encore une fois pour les maladies cardiovasculaires. Encourager des grossesses plus précoces, mais pas trop quand même, évidemment. L'allaitement si possible et l'allaitement pendant 6 mois, on dit. Le traitement hormonal substitutif, donc je vous l'ai dit, c'est au cas par cas. Et puis, c'est vrai que pour les femmes qui ont des antécédents familiaux importants et qui donc des mutations génétiques familiales, on peut éventuellement, pour ces femmes à très haut risque, proposer une mammectomie, c'est-à-dire qu'on va retirer en prévention la glande mammaire. Je sais pas, je pense que ça, Angelina Jolie avait beaucoup parlé de ça à une époque, c'est ce qu'elle avait fait, mais c'est vraiment pour un cas particulier. Donc, c'est là où le dépistage prend tout son intérêt, puisque la prévention primaire aura de toutes les façons une efficacité limitée. Donc, le dépistage, c'est détecter le cancer ou la lésion à risque, mais dans le cas du cancer du sein, c'est surtout détecter le cancer directement, le plus tôt possible pour le traiter le plus tôt possible. Alors, évidemment, si on veut que ça soit le plus tôt possible, on n'attend pas les symptômes pour faire le dépistage. Le principe du dépistage, c'est qu'on fait cet examen alors qu'on est apparemment en tout à fait bonne santé. J'en profite quand même pour vous donner les signes d'alerte du cancer du sein. Souvent, il n'y en a pas beaucoup au début, même pas du tout. On peut très bien être en pleine forme et avoir un cancer du sein. Le cancer du sein, ça fait pas mal. Et donc, le plus souvent, on ne s'en aperçoit pas au démarrage. Et puis ensuite, quand il est un petit peu plus évolué, ça peut donner une petite boule dure. Bon, ça, tout le monde connaît ce symptôme. Ça peut donner aussi une rétraction au niveau du mamelon ou au niveau de la peau. C'est-à-dire qu'en fait, le cancer qui est en dessous, il attire, entre guillemets, le plan cutané, enfin la peau, et donc ça fait comme une petite boutonnière. On doit aussi s'inquiéter si on voit un sein qui devient rouge ou qui change de volume ou de forme. Alors, un écoulement du mamelon, quelquefois, c'est signe de cancer, mais c'est rare. En général, c'est pas ça le problème. Mais donc, il faut penser à presser de temps en temps ces mamelons, voir s'il n'y en a pas d'écoulement anormal. Et puis, regarder un petit peu au niveau de l'aisselle s'il n'y a pas un ganglion qui apparaît. On a tous, toutes intérêt à s'observer quand même de temps en temps devant la glace. Vous mettez devant la glace et puis vous baissez les bras, vous les montez, etc. pour voir si le sein bouge normalement, s'il n'y a pas justement une petite rétraction qui apparaît ou autre chose. D'ailleurs, à ce sujet, puisque la question revient beaucoup en ce moment sur l'autopalpation. Alors, l'autopalpation, si on sait bien le faire, si un médecin nous a montré, pourquoi pas. Mais l'autopalpation n'est pas recommandée en fait par la haute autorité de santé parce que elle n'a pas démontré, enfin les études cliniques, les études qui sont faites n'ont pas démontré que les femmes qui pratiquaient l'autopalpation régulièrement avaient moins de mortalité que les femmes qui ne faisaient pas d'autopalpation. Donc il n'y a pas de réduction de mortalité obtenue par l'autopalpation. Et au contraire, ça générait en fait beaucoup d'inquiétudes et d'examens en fait inutiles. Donc, moi, je ne suis pas contre l'autopalpation, mais à condition que ça soit bien fait, aussi bien fait en fait que si c'est le professionnel qui le fait. Alors, à quoi sert le dépistage? Évidemment, donc, comme on l'a dit, à dépister plus tôt un cancer. Vous voyez que la survie des femmes dont le cancer du sein a été diagnostiqué à un très précoce, c'est 99%, alors que si on détecte ce cancer à un stade où il y a déjà des métastases, c'est-à-dire que le cancer s'est propagé dans des organes à distance, comme le foie, par exemple, ou le poumon, on n'a plus que 26% de survie à 5 ans. Donc, vous voyez qu'on a tout intérêt à le détecter précocement. L'autre objectif de ce dépistage du cancer du sein, le dépistage organisé, c'est que on contrôle la qualité en fait du dispositif du dépistage, c'est-à-dire que les radiologues qui participent au dépistage organisé du cancer du sein sont tous des radiologues qui ont reçu une formation spécifique dans le domaine du sein. C'est des radiologues qui ont un appareil de mammographie qui est contrôlé régulièrement, qui est de bonne qualité, avec des images de qualité, etc. Et c'est aussi un programme
qui est évalué au niveau national et qui permet de démontrer justement cette réduction de mortalité. Alors, ça concerne ce dépistage toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Elles sont invitées par le CRCDC tous les 2 ans. Normalement, vous n'avez pas besoin de demander l'invitation puisque nous avons au CRCDC les fichiers des caisses et donc on sait toutes les femmes de la population concernée. On vous envoie avec l'invitation. Voilà, je vous montre là un exemple d'invitation, on ne voit pas grand-chose, mais enfin, c'est juste pour vous montrer la forme que ça a. Et vous avez avec l'invitation à faire le dépistage une liste de radiologues agréés, donc ces radiologues qui ont suivi la formation, qui ont un contrôle de mammographe, etc. Et puis un dépliant d'information. Et c'est vous qui choisissez parmi la liste le radiologue chez qui vous voulez aller. Vous pouvez aussi aller dans un autre département à condition que ce soit un radiologue agréé. Voilà le mammographe, voilà à quoi ressemble l'appareil ici, hein. Vous voyez donc en fait quand vous faites une mammographie, vous êtes debout et vous posez votre sein ici sur la plaque noire et puis la plaque en plexiglas descend en fait sur le sein et comprime la glande mammaire, puisqu'il faut que la glande mammaire soit bien étalée pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc il y a 2 clichés, un face et un oblique pour les 2 seins. Donc en tout cas de cliché, c'est pas très agréable, on ne peut pas dire que ça fait mal et en fait le sein est comprimé comme ça sous la plaque pendant quoi 3-4 secondes, on vous demande d'arrêter de respirer et puis c'est tout, après la plaque remonte. Les résultats de l'examen. Alors le radiologue, il regarde tout de suite la mammographie et il vous donne, si c'est normal, un résultat oralement. Et ensuite, les clichés sont envoyés au Centre régional de coordination des dépistages où ils sont relus par un 2e radiologue. Je vais vous montrer après ce que ça apporte cette 2e lecture, mais c'est une sécurité en plus. Et ça, c'est l'avantage du dépistage organisé par rapport à un dépistage qu'on fait tout seul dans son coin. En cas d'anomalie, si jamais le radiologue détecte une anomalie, il va faire un bilan immédiat, donc éventuellement une échographie ou d'autres clichés, des clichés comprimés, des clichés de profil, etc. Et si au final, il considère qu'il y a une anomalie à surveiller ou même éventuellement une biopsie à faire, en fait, la mammographie ne passera pas en 2e lecture, elle vous est rendue et le radiologue vous dit ce qu'il faut faire après. Alors, est-ce que les femmes participent à ce programme de dépistage organisé du cancer du sein? Vous voyez l'évolution entre 2005 et 2020 avec les tranches d'âge. Je ne sais pas si vous voyez bien par rapport aux tranches d'âge, mais on voit que globalement, ce n'est pas extraordinaire puisque en fait, on est parti en 2005 entre 40-45% et en fait, on arrive là en 2020 à peu près à la même chose. Bon, mais il y a eu le Covid qui est passé par là. Mais on voit quand même que depuis 2013, en fait, le taux de participation a tendance à baisser un petit peu régulièrement. Alors, les freins pour participer à ce dépistage, vous les connaissez probablement aussi bien que moi, même peut-être mieux. Il y a sûrement le médecin qui n'en a pas parlé, ça compte beaucoup et les médecins n'y pensent pas forcément. Il y a évidemment la peur de devenir malade, hein, puisqu'on a dit que le dépistage, ça s'adressait à nous toutes, hein, quand on n'a pas de symptômes, quand tout va bien. Donc évidemment, si vous faites un dépistage, vous pouvez éventuellement tomber sur quelque chose d'anormal. C'est assez rare, enfin on va voir après le nombre de cancers qu'on détecte, mais ça existe. Mais ce qu'il faut se rassurer en se disant que ce cancer, il existait déjà et que si on vous le dépiste, finalement, ça vous permettra de le soigner le plus tôt possible, donc a priori avec des traitements moins lourds et on va voir tout à l'heure aussi les données que j'ai là-dessus et si possible, pas de mammectomie, pardon, enfin, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas tout ça, on enlève juste la tumeur quand on peut et qu'elle est petite. La négligence, le fatalisme, la pudeur, la peur de l'examen,
Il y a, je crois, un certain nombre de cabinets maintenant où vous pouvez avoir une blouse en fait sur vous, donc quand vous faites l'examen, vous êtes quand même en partie couverte. Le frein financier, alors il faut savoir que le dépistage organisé est entièrement gratuit, mais c'est vrai, sans avance de frais, mais c'est vrai que si vous avez besoin de faire un examen complémentaire, type échographie ou choses comme ça, vous allez le payer et ça va être remboursé selon, les modalités, habituelles. Il y a aussi peut-être une raréfaction, des radiologues. Je sais que dans le Pas-de-Calais, il y a 10 ans, il y avait 100 radiologues qui participaient. Là, maintenant, ils sont plus que 77, donc ça a quand même pas mal baissé. Il y a eu des polémiques sur le dépistage organisé avec, heu, on n'a pas dit, c'est une réalité que le dépistage entraînait aussi, la détection, de cancers qui probablement n'auraient jamais évolué si on les avait pas dépistés. En fait, on s'en serait pas rendu compte. Alors c'est vrai, mais c'est vraiment une très faible minorité des cancers et actuellement, il y a des études qui sont faites pour justement essayer de caractériser ces cancers-là qui en fait n'évoluent pas ou évoluent très peu. C'est une donnée assez nouvelle, hein. Avant qu'on pensait que tous les cancers évoluaient, tous vers, l'atteinte des ganglions, puis les métastases, mais en fait c'est pas vrai. Certains cancers évoluent très, très peu et voilà, et donc on peut imaginer qu'avec les progrès de la recherche, et ben, peut-être que ces cancers-là, dans quelques années, ils seront seulement surveillés. C'est ce qui existe déjà avec les cancers, avec certains cancers de la prostate. Et puis la tomosynthèse qui est une nouvelle technique, et que de plus en plus de radiologues utilisent en plus de la mammographie, mais en fait, ils l'utilisent aussi quand ils l'utilisent aussi dans le dépistage organisé, alors qu'en fait, ça n'en fait pas partie en théorie, mais ils l'utilisent quand même. Alors combien de cancers détectés? En France, 40 000 cancers détectés tous les 2 ans, donc sur une campagne de 2 ans, sur, l'ensemble des femmes donc qui participent. Ça veut dire 7,8 cancers pour 1 000 dépistages pratiqués, dont 2030 quand même sur les 40 000, il y en a 2030 qui ont été détectés grâce à cette deuxième lecture, donc c'est pas complètement, négligeable. Dans les Hauts-de-France, on a un peu plus de cancers puisqu'on est à 9,5 pour 1 000 dépistages sur 2 ans, hein, dont et 4 288 donc en tout, et dont 240 grâce à la deuxième lecture. Alors, les traitements du cancer du sein, ça me semble important d'en parler 2 minutes parce que je pense que ça permet aussi peut-être de dédramatiser un petit peu. Alors d'abord, ces traitements, ils ne sont pas tous les mêmes, hein, ça dépend de beaucoup de choses, des caractéristiques de la tumeur notamment, de la vie de la patiente aussi, de l'âge de la patiente, du potentiel évolutif, et cetera, et cetera. Mais de façon assez globale, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un cancer du sein? Il va y avoir une chirurgie. Dans la mesure du possible, on va faire juste ce qu'on appelle une tumorectomie, c'est-à-dire on va retirer juste la tumeur. Et à la limite, 5 ans après, ça peut très bien ne plus se voir du tout, hein, tout dépend aussi du volume du sein et cetera. Il ne faut pas rentrer dans les détails, mais voilà. Puis de toute façon, il peut y avoir une reconstruction pour resymétriser, tout ça. Et puis il y a en général une radiothérapie, 20 ou 30 séances de rayons. Voilà pour le cancer, le petit cancer de bon, pronostic. Dans certains cas de cancer in situ, il n'y a pas de radiothérapie, il y a juste une chirurgie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui avait été présentée par la Caisse d'assurance maladie qui montrait que quand le cancer avait été détecté suite au dépistage organisé, on avait plus de chirurgie conservatrice, c'est-à-dire on notait pas le sein, on notait juste la tumeur, que si on trouve, un cancer hors dépistage organisé. Vous voyez les chiffres là. Pour ce qui est de la chimiothérapie, j'ai entendu récemment à la radio que, cancer du sein, c'était forcément associé à chimiothérapie. C'est complètement faux. Il y a plein de cancers du sein qui n'ont pas besoin de chimiothérapie. L'étude de la CNAM montrait que quand le cancer était détecté avec le dépistage organisé, on avait un taux de chimiothérapie de 34%, 53% quand c'était des cancers détectés hors dépistage organisé. Après, il peut y avoir d'autres traitements complémentaires comme des hormones, enfin de l'hormonothérapie, si, bon, enfin voilà, l'immunothérapie, mais ça dépend des caractéristiques de la tumeur. Alors, je termine par cette étude. Il est quelle heure? Oui, il faut que je me dépêche un petit peu. Je termine par cette étude qui est une étude à laquelle la France participe et les Hauts-de-France participent. C'est une étude en fait qui prépare les futures recommandations du dépistage du cancer du sein en Europe.
et en fait qui est parti du fait que le même dépistage pour tout le monde entre 50 et 74 ans et rien avant 50 ans, enfin rien comme recommandation de dépistage, c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux, puisque toutes les femmes ont des risques différents et ça aurait peut-être plus d'intérêt de faire moins de mammographie à celles qui en ont moins besoin et plus à celles qui en ont plus besoin. Donc, l'idée, c'est qu'on va comparer deux modèles en fait de dépistage de cancer du sein chez les femmes de 40 à 70 ans. Le dépistage standard tel qu'on le pratique actuellement, c'est-à-dire qu'en France, c'est donc normalement pas de mammographie avant 50 ans et après 50 ans, une mammographie tous les 2 ans. On va comparer ça à un dépistage basé sur le risque individuel de cancer du sein de chaque femme. C'est-à-dire que les femmes sont tirées au sort entre deux groupes. Si elles sont dans le groupe standard, ben, elles ont ce que je viens de vous dire. Si elles sont dans le groupe basé sur le risque individuel de cancer du sein, on va leur calculer leur niveau de risque à partir des antécédents familiaux, de questionnaires de la densité mammaire et d'une analyse génétique. Et à partir de là, elles ont un programme particulier qui est adapté à leur niveau de risque. Voilà. Donc, on est en plein dans cette étude. On a démarré il y a 1 an et demi, même 2 ans, mais malheureusement, avec le Covid, tout a été stoppé. Donc là, on reprend. Il nous manque en France 15 000 volontaires. Donc, je vous le dis, si jamais vous êtes intéressés, c'est très simple. Ça ne change rien pour vous, sauf que vous aurez donc un programme adapté. Ça commence à 40 ans. Si vous êtes intéressé, vous appelez au numéro que j'ai mis là. En l'occurrence, c'est mon numéro et je vous donnerai des renseignements, voilà, pour être incluse. Voilà, je pense que j'ai fini sur le sein. Alors, il y a justement une question. Donc, même si je pense que vous avez répondu pendant le cours. Donc, c'était à quelle fréquence est-il conseillé de faire des mammographies? Alors justement, donc c'est ce que j'ai dit là, dans le cas du dépistage organisé, les recommandations en fait, c'est qu'il faut commencer à 50 ans et en faire tous les 2 ans. Avant 50 ans, normalement, ce n'est pas recommandé, sauf cas dans la famille. Alors s'il y a eu un cas proche, c'est pas suffisant si vous voulez. En fait, il y a un score, ça s'appelle le score des 5G, que normalement votre médecin connaît, qui permet de savoir si vous êtes potentiellement à haut risque ou pas. S'il y a beaucoup de personnes dans la famille, pour schématiser, beaucoup de femmes dans la famille, enfin plusieurs, surtout si elles ont eu leur cancer avant 50 ans, et surtout si il y a eu des cancers bilatéraux ou des cancers de l'ovaire, à ce moment-là, il faut en parler au médecin parce qu'en effet, dans ces cas-là, ça peut valoir le coup d'avoir une consultation d'oncogénétique et éventuellement de commencer la surveillance beaucoup plus tôt, même quelquefois vers 25, vers 30 ans. Mais pour une femme qui n'a pas d'antécédent particulier, où il y a une personne dans la famille qui a eu un cancer du sein, mais à 65 ans, on n'estime pas que c'est un surrisque. À ce moment-là, normalement, il n'y a pas de mammo à faire avant 50 ans. Peut-être une à 45 ans. Souvent, les gynécos la recommandent quand même pour avoir, si vous voulez, une mammo de référence. Ok, merci. Donc voilà, n'hésite pas, Céline, si tu as besoin de compléments de réponse. Merci, Dr. Parzi. Voilà, sinon, il n'y a pas d'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment. Ah, Céline est en train de taper quelque chose, je vois, donc on va attendre. Ok, très bien. Pas d'autres questions, pas de questions dans la salle, personne n'a de questions à poser. Barbara est en train d'écrire. Ouais, ça, je ne sais, je sais pas. Je peux pas répondre à cette question. Là, c'est plus tellement de mon domaine, le suivi post-cancer. Je ne sais pas. Donc, on va passer au cancer du col. Alors, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer quand même nettement moins répandu que le cancer du sein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Là, le cancer du col, c'est le 12e. Mais le cancer du col, c'est un cancer de trop, entre guillemets, parce qu'il ne devrait plus y en avoir, en fait. Autant pour le cancer du sein, il n'y a pas de prévention, voilà, vraiment 100% efficace et tout ça. Autant pour le cancer du col, on va le voir, on a 2 moyens qui nous permettraient normalement de ne plus avoir de cancer du col. Alors, déjà, le col, c'est quoi? C'est cette partie-là.
Vous voyez ma flèche ou pas? Non, on ne la voit pas, mais on a juste l'encadré vert. Bon, enfin, vous voyez, il y a l'encadré vert, donc c'est la partie en fait, c'est l'abouchement de l'utérus sur, le vagin. Voilà et donc il ne faut pas confondre, je le redis, le cancer du corps de l'utérus. Quand les dames disent: «J'ai un cancer de l'utérus», souvent elles parlent d'un cancer du corps, ça n'a rien à voir, c'est le cancer de l'endomètre, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec le cancer du col. Alors, le cancer du col de l'utérus, il survient plus tôt que le cancer du sein. Il y a un pic d'incidence à 45 ans, un âge médian diagnostique à 53. Le cancer du col, lui, on sait pourquoi on l'a, parce qu'il est lié à une infection par un virus qu'on appelle le papillomavirus humain, le fameux HPV. En fait, 90 normalement, cet HPV qui est très, très fréquent, on l'a tous probablement eu à un moment ou à un autre, normalement, on l'élimine naturellement. Ce papillomavirus. Et ça ne donne aucun symptôme. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on a été infecté. Et c'est seulement en cas de persistance d'infection à HPV, et encore, il faut que ça soit des papillomavirus à haut risque, parce qu'on verra après qu'il y a plein de types en fait différents, que des lésions précancéreuses peuvent survenir et que éventuellement ces lésions peuvent aboutir en cancer. Mais en fait, il y a 10 ans ou moins entre l'infection initiale et le développement du cancer, donc on a le temps d'agir, d'autant que là, on a de la chance, entre guillemets, il y a des lésions précancéreuses, ce qui n'est pas le cas pour le cancer du sein. Alors, comment on se contamine? On se contamine par voie sexuelle, hein. On peut considérer que 85-90% des hommes et des femmes qui sont sexuellement actifs seront affectés un jour ou l'autre par cet HPV. D'ailleurs, souvent, on s'infecte au début de sa vie sexuelle. La contagiosité, elle est très élevée puisque 70% des partenaires de personnes infectées développent une infection. Donc, vous voyez que la contamination et la contagiosité est élevée. Le virus, il se transmet par contact sexuel, pas forcément pénétration, ça peut être aussi des caresses. En fait, c'est des contacts peau-peau, peau-muqueuse, muqueuse-muqueuse. Vous voyez? Donc, le préservatif, du coup, ne protège pas, enfin, en tout cas, pas complètement. Et on peut tous être exposés, quelle que soit sa sexualité, hétérosexuelle, homosexuelle. Alors ces HPV, je pense que c'est important d'en savoir un peu plus parce que vous verrez que ça donne aussi d'autres cancers. Il y a 200 types de papillomavirus. Il y en a 12 donc qui sont à haut risque et qui peuvent donner, si l'infection persiste, des cancers du col de l'utérus. Mais ça ne donne pas seulement des cancers du col de l'utérus, ces HPV. Ça donne aussi des cancers des VADS, c'est-à-dire voies aérodigestives supérieures, donc concrètement de la gorge, des cancers de la gorge, notamment chez l'homme. Ça donne des cancers de l'anus et puis ça donne, mais là c'est pas des cancers, mais c'est des verrues génitales et c'est d'autres HPV, mais j'en parle quand même parce que ces verrues génitales, c'est très, très embêtant. Ça en donne 50 000 chez les femmes et 50 000 chez les hommes chaque année. Donc en tout, ces papillomavirus, ça donne chaque année 6 300 nouveaux cas de cancer et 100 000 verrues génitales. Et pour les 6 300 nouveaux cas de cancer, encore une fois, ce n'est pas que des cancers du col, c'est aussi des cancers de la gorge, des cancers de l'anus et à moindre degré, cancer vulve, vagin, pénis. Donc c'est très important parce qu'on voit que les hommes sont touchés aussi. Les facteurs de risque, je reviens à mon cancer du col, les facteurs de risque du cancer du col, c'est tous les facteurs en fait qui favorisent l'infection à papillomavirus ou la persistance de l'infection. Donc les rapports sexuels à un âge précoce, la multiplicité des partenaires, le tabagisme, ça se voit fréquemment, ça c'est vraiment quelque chose de, enfin facteur de risque convaincant, le tabagisme parce que ça diminue l'immunité au niveau du col. Tout ce qui est traitement immunosuppresseur, etc., tout ce qui est diminution d'immunité au niveau du col favorise l'infection HPV et sa persistance. Les autres infections sexuellement transmissibles favorisent l'inflammation au niveau du col et là aussi diminuent l'immunité. Et puis la multiparité, c'est le fait d'avoir eu plusieurs enfants, beaucoup d'enfants parce que ça fragilise un peu le col et là aussi ça peut favoriser un peu la persistance de l'infection. Mais là, c'est vraiment à un moindre degré.
Les symptômes du cancer du col, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf quand c'est déjà un petit peu évolué. Du coup, ça peut être des saignements après les rapports sexuels, des douleurs pendant les rapports, des saignements en dehors des périodes de règles, et puis quand c'est plus évolué, des douleurs dans la zone pelvienne ou des douleurs lombaires éventuellement. Comment on peut agir contre ce cancer du col? Il y a 2 stratégies de prévention. Là, on a énormément de chance, on a un vaccin. On a un vaccin contre l'HPV. Et puis, on a la prévention secondaire, donc le dépistage. C'est le même principe que pour le cancer du sein, c'est dépister et traiter des lésions avant qu'elles se manifestent. Mais là, on a aussi de la chance parce qu'on va pouvoir détecter des lésions au stade de pré-cancer. La vaccination, elle est recommandée actuellement en France à l'ensemble des adolescents, filles et garçons, aux mêmes âges et selon les mêmes modalités. Donc le principe, c'est de vacciner les garçons et les filles entre 11 et 14 ans avec 2 doses. Ce vaccin, il est utilisé depuis plus de, attendez que je dise pas de bêtises, une quinzaine d'années dans d'autres pays, filles et garçons d'ailleurs, je crois qu'il est utilisé dans plus de 100 pays. 370 millions de doses qui ont déjà été distribuées et il démontre son efficacité puisque là, on a une étude qui est sortie toute récemment qui a montré qu'en Suède, où les filles sont très vaccinées, les garçons aussi d'ailleurs, on a une réduction du cancer de col de presque 90% chez les filles qui ont été vaccinées avant l'âge de 17 ans. Donc, c'est vraiment un vaccin extrêmement efficace. C'est un vaccin qui est efficace aussi sur les cancers de l'anus et qui est probablement, là, ça n'a pas encore été démontré au niveau études cliniques, mais ça le sera, probablement aussi efficace sur les cancers de la gorge. Et c'est un vaccin qui est efficace aussi sur les verrues génitales. Je vous en parle parce que cette vaccination, en France, on a du mal avec les vaccins et en France, le taux de couverture, il est très mauvais, il est à 28%, alors que dans les autres pays, il est à 75-80%. Le dépistage, deuxième moyen d'action contre ce cancer du col. 90% des cancers du col pourraient être évités grâce au dépistage seul. Alors, si on a la vaccination, évidemment, l'un plus l'autre, c'est 100% des cancers du col qui pourraient être évités. Mais malheureusement, ce dépistage, il ne fait pas l'unanimité puisque là, vous avez les chiffres de participation des départements des Hauts-de-France. Donc, on est entre 54 et 59%. Donc, on a plus de 40% des femmes qui ne se font pas dépister régulièrement. Vous voyez que par rapport chez les femmes qui se font dépister, d'abord, ce taux de dépistage, il varie selon l'âge. On se fait plus dépister quand on est jeune, mais après, souvent, on laisse tomber. On laisse tomber souvent à partir de la ménopause en se disant que ça ne nous concerne plus, alors que ça nous concerne tout à fait, puisqu'on a vu que même si on n'a plus de rapport sexuel, en fait, le virus, il peut tout à fait continuer à évoluer à bas bruit au niveau du col, puisqu'on a pu l'attraper 10 ans, 15 ans avant. Et puis, au final, créer des lésions précancéreuses ou des cancers. Donc, il faut continuer le dépistage jusqu'à l'âge de 65 ans. En plus, parmi les femmes qui se font dépister, ça c'est des chiffres français, il n'y en a que 8% qui respectent l'intervalle de dépistage recommandé qu'on va voir après. Certaines se font trop dépister et d'autres se font pas assez dépister. Alors, c'est pour toutes ces raisons, en fait, qu'il a été mis en place récemment un programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, donc pour augmenter ce taux de couverture du dépistage, pour réduire les inégalités d'accès au dépistage, et puis aussi pour améliorer les pratiques, donc faire en sorte que les dépistages soient faits dans les délais recommandés, et puis améliorer la qualité du suivi qui n'est pas toujours non plus au rendez-vous quand le frottis montre une anomalie. Alors, c'est pour qui ce dépistage? Donc, c'est pour toutes les femmes asymptomatiques, donc qui n'ont pas de symptômes, entre 25 et 65 ans. On commence à 25 ans puisqu'on a vu que, en fait, ça prend du temps, si vous voulez, pour que les lésions se développent.
Évidemment, ça, c'est le dépistage organisé, c'est-à-dire qu'il s'adresse à la majorité. Mais ça n'empêche pas un médecin, face à sa patiente, de décider de faire un dépistage plus tôt parce qu'il juge que c'est utile si la jeune fille a commencé très tôt ses rapports, par exemple. Pareil pour les femmes de plus de 65 ans. En général, quand on n'a pas eu de problème jusqu'à 65 ans, ça veut dire qu'on n'a pas eu de problème avec l'HPV, qu'on s'est bien défendu, que ci, que ça. En général, ça n'arrive pas après 65. Mais bon, on ne sait jamais. Là encore, il y a des femmes quelquefois qui changent complètement de vie sexuelle, etc. Plus tardivement, pourquoi pas continuer un dépistage, mais ça se fera hors du dépistage organisé, c'est le médecin qui décide. Ce dépistage, il faut le faire aussi chez les femmes vaccinées, puisque ce vaccin, il est très efficace, mais il est efficace contre le vaccin actuel, qui est récent, parce que voilà, le vaccin actuel, il est efficace contre 90% des virus en cause dans les cancers. Donc, on a une petite marge là de 10% qui peut éventuellement échapper à la vaccination. Donc, il faut faire les deux. Il faut faire vaccin et dépistage à partir de 25 ans. Les femmes qui sont exclues du dépistage, c'est les femmes qui n'ont plus de col, évidemment, et c'est les femmes qui ont déjà un suivi spécifique pour une lésion préexistante. Alors là, je regarde en même temps vos questions. À partir de quel âge, donc on l'a dit. En quoi consiste, ça je vais le dire. Et est-ce que les maladies telles que l'endométriose ou voir un kyste des facteurs? Non, ça n'a aucun rapport. En tout cas, pas pour le cancer du col. Alors, le programme, quelle modalité? Ce programme de dépistage, il est différent des autres, dans le sens qu'on n'invite pas toute la tranche d'âge, on n'invite que les femmes qui ne se font pas dépister spontanément, dans les délais recommandés, évidemment. Par contre, le Centre régional de dépistage a en charge le suivi de toutes les femmes dont le dépistage est anormal. C'est-à-dire que s'il y a un dépistage anormal, on va vous envoyer à vous ou au médecin des courriers de suivi pour être sûr que le dépistage est bien suivi d'une prise en charge spécifique. Ça, c'est la lettre d'invitation qui vient juste de changer, donc je n'ai pas mis le nouveau modèle, mais enfin, c'est toujours le même principe, hein. Vous avez notre logo et la grande étiquette là, ici. Il faut que vous emmeniez, en fait, quand vous recevez ça, il faut que vous emmeniez votre courrier chez le professionnel qui fera le prélèvement, parce que c'est cette grande étiquette collée sur le bon d'examen qui permettra la prise en charge à 100% de l'analyse. Cette prise en charge à 100%, elle concerne uniquement l'analyse du prélèvement au labo. Elle ne concerne pas la consultation pendant laquelle vous avez votre prélèvement. La consultation et l'acte de prélèvement, ils sont à payer comme d'habitude avec les modalités habituelles de remboursement. Par contre, l'analyse au laboratoire, une fois que votre flacon est envoyé au laboratoire, là, cette analyse-là, elle est prise en charge complètement et on ne vous demandera pas d'avance de frais. Alors, comment ça se fait ce prélèvement? Je pense que s'il y a des femmes dans l'assistance, elles doivent connaître pour la plupart, enfin j'espère. Donc c'est un prélèvement qu'on fait au niveau du col en position gynécologique. Donc avec, je vous ai représenté les spéculums qu'on met au niveau du vagin, en fait, pour pousser les parois du vagin et pour voir le col de l'utérus au fond. Et avec la petite brossette que vous avez là et qui est en fait en souple, en caoutchouc souple, en fait, le préleveur, il prélève en grattant, ouais, en frottant un peu, c'est pour ça que ça s'appelle un frottis d'ailleurs, en frottant un petit peu le col. Ça fait pas mal, c'est juste un petit peu, certaines femmes ne le sentent pas du tout, d'autres trouvent que c'est légèrement désagréable, mais c'est peut-être plus la pose du spéculum qui pose plus de problèmes, qui est quelquefois pas très agréable, mais il faut savoir qu'il y a des spéculums de différentes tailles, pour celles qui n'auraient jamais eu de frottis encore, et normalement on adapte la taille du spéculum à la taille de votre vagin, selon que vous avez eu déjà des enfants, etc. Donc c'est fait par qui ce prélèvement? C'est fait par le gynécologue, bien sûr. C'est fait aussi par le médecin généraliste, pas tous, mais il y en a un certain nombre qui le font. Et puis c'est fait aussi par la sage-femme. Ça c'est important parce que c'est relativement nouveau. Enfin, ça fait maintenant quelques années que les sages-femmes font aussi du suivi gynécologique de routine, entre guillemets, et donc pratiquent les frottis. Donc, vous pouvez tout à fait aller voir une sage-femme pour cet examen. Ça peut se pratiquer en cabinet, mais aussi en centre de santé. Les centres d'examen de santé, ils le font aussi.
Les centres de planification familiale, ils le font, l'hôpital et puis dans certains cas, il y a des laboratoires de biologie médicale qui font, ces prélèvements, mais à ce moment-là, il faut venir avec une ordonnance du médecin en plus. Il y a maintenant 2 tests de dépistage. Alors pour vous, ça change rien parce que le prélèvement, c'est toujours le frottis, c'est ce que je viens de vous décrire. C'est l'analyse au laboratoire qui a changé. Ça, c'est des nouvelles recommandations. C'est-à-dire que maintenant, entre 25 et 30 ans, on va faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire la cytologie, qu'on faisait avant pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on analyse les cellules directement pour voir s'il y a une anomalie. Et puis, de 30 à 65 ans, on recherche le virus directement, l'HPV, le virus HPV à haut risque dans les cellules. Et c'est seulement si on a cet HPV qu'on fera le frottis ensuite. Alors, je ne sais plus, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez entre 25 et 29 ans, si on vous dit que le résultat de l'examen est normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion ni précancéreuse ni de cancer au moment du dépistage, que vos cellules sont normales. Et il faudra, si c'est le premier test, refaire un test à 1 an. Et puis ensuite, c'est 3 ans après. Ça, c'est les délais recommandés. Si le résultat du dépistage est anormal, là, on ne va pas détailler parce qu'il y a plein de cas de figure. À ce moment-là, le bilan est à poursuivre. En général, on va souvent vous demander de faire une colposcopie, c'est-à-dire qu'on va rien avoir avec la coloscopie, c'est une colposcopie, c'est les gynécologues qui font ça, en fait, qui regardent au niveau du col avec des grosses jumelles pour voir où se situe la lésion et faire éventuellement une biopsie s'ils voient quelque chose. À partir de 30 ans, donc, sur le même frottis, on va chercher l'HPV. Si le résultat est négatif, ça veut dire qu'aucune infection à papillomavirus à haut risque n'est détectée et du coup, on va vous proposer de refaire leur test seulement 5 ans après. C'est ça qui a changé. Donc après, il faut le refaire tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, si c'est négatif. Si c'est positif, il y aura une analyse des cellules et un bilan à poursuivre. Alors notre rôle là dans le dépistage organisé du cancer du col, je vous ai mis cette diapo parce que comme c'est assez nouveau, ça me paraissait, plus important de le dire. Donc les courriers d'invitation, on l'a dit. La mobilisation à la fois des populations pour qu'elles fassent leur dépistage et aussi qu'elles pensent à faire vacciner leurs enfants. Et puis la mobilisation des professionnels, une formation aussi des professionnels qu'on a mis en place. Et puis donc nous recueillons au niveau du CRCDC, sauf si vous vous y opposez, normalement on doit vous poser la question, nous recueillons tous les résultats et donc on suit l'ensemble des résultats et ça nous permet aussi de voir la qualité des pratiques, etc. Et de faire une évaluation de ce programme au niveau local, mais aussi au niveau national. Alors les freins, c'est un petit peu toujours le même en fait, hein. C'est la peur du geste et la peur du résultat. Là encore, si vous faites votre frottis dans les délais recommandés, normalement, il n'y aura pas de lésion grave. Il y aura au pire une lésion précancéreuse. Mais lésion précancéreuse, ça se soigne très bien. Donc voilà, donc vraiment, c'est important de le faire parce que, encore une fois, c'est un cancer qui devrait disparaître complètement si on se faisait vacciner et si on faisait les frottis régulièrement. On ne se sent pas concerné, alors tout le monde est concerné, hein, vraiment toutes les personnes qui ont eu ou qui ont une vie sexuelle sont concernées. Le manque de temps, bon ça c'est quelque chose qui voilà, on peut toujours trouver un petit peu de temps, il y a pas mal de sages-femmes qui sont installées, je crois en ville, en libéral, même dans les campagnes, il faut regarder. Voilà, j'ai terminé pour le col. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser? Alors merci, je suis en train de lire les questions, j'ai lu les questions au fur et à mesure et en fait vous y répondiez, quasiment aussitôt donc Oui. vous avez répondu en même temps et la dernière est arrivée pile en même temps que la diapo sur, justement le professionnel, à consulter. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a encore quelques petites minutes, Il nous reste pour 3. poser Vous avez des questions. Ouais, parfait timing. En tout cas, je vous remercie, docteur Forzy pour cette intervention
Merci aussi du coup aux participants de Lefrancouc, de Saint-Omer, de Dunkerque et d'Arras. Nous reparlerons du dépistage du cancer du sein à Nieppe le 26 octobre lors d'une pièce de théâtre. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner donc, dans les agences dans lesquelles vous êtes actuellement ou auprès de Barbara si vous êtes à Lefrancouc. C'est ouvert à tous et gratuit. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner sur cet événement. Moi, je vois qu'il n'y a plus de questions. Vous aurez aussi accès au replay. Je vous envoie un questionnaire de satisfaction. C'est juste une question. Voilà, c'est important pour nous. Ça vous prendra à peu près 10 secondes. Je vous remercie. Et j'en profite pour vous remercier encore, Dr Forzi. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Au revoir.